Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'histoire des sciences, évolution et phylogénie, une histoire du vivant. Voilà la première conférence de deux conférences que je fais en fin d'année. Celle-ci a lieu donc au mois d'avril et la prochaine aura lieu le 7 juin. Vous voyez ici un très beau paysage d'Équateur avec le mont Chimborazo. Et vous voyez s'afficher un certain nombre de personnages, dont Humboldt et Bonpland, dont nous parlerons tout à l'heure. Et évidemment, il y a les petits personnages de la Hulotte, c'est toujours amusant. Voilà ici un certain nombre de personnes qui s'affichent, mais je vais rapidement passer à la suite, de façon à vous montrer le début de la conférence. Voilà habituellement ce que l'on entendait autrefois quand on parlait de ce qui se passait sur notre planète. C'est-à-dire, il y avait une idée au départ qui était très fixiste, on pourrait dire. C'est-à-dire que tous les organismes vivants que vous pouvez trouver depuis les plantes jusqu'à l'homme, éventuellement, que vous trouvez ici, eh bien, ces organismes, on pensait qu'ils avaient tous été créés, bien sûr, par le divin, et qu'ils étaient le long d'une échelle de valeur, en quelque sorte, avec les moins, comment dire, tout en bas de l'échelle, donc ceux qui n'étaient pas très organisés, et puis les plus organisés, bien sûr, se retrouvant en haut. Voilà, c'est une échelle de valeur qu'on peut qualifier de scalisme, hein, c'est-à-dire le long de marches d'escalier qui mettait évidemment l'homme tout en haut de ce que nous trouvons sur la planète. Voilà ce scalisme qui a été donc reproduit ici sur un escalier. Évidemment, on a retiré les démons, les anges qui étaient au-dessus dans l'autre diapositive. Mais ici, vous avez encore cette idée qui perdure, qu'il y a des organismes qui sont plus organisés que d'autres. Et évidemment, depuis, nous avons beaucoup changé nos conceptions, mais il a fallu énormément de temps avant d'accepter qu'il y ait un changement sur notre planète, y compris du point de vue des roches. C'est pour ça que les géologues ont eu une grande importance dans la façon de comprendre les phénomènes. On parle de géologie, on a bien sûr la paléontologie qui nous montre ici que le scalisme, effectivement, peut avoir la vie dure, puisque encore aujourd'hui, on a tendance à penser qu'il y a une continuité linéaire avec des chaînons manquants parfois au milieu. Vous voyez qu'il y en a même un qui est en train de prendre feu. Donc ici, on imagine que nous avons encore un peu toujours cette idée dans la tête. Je vais essayer de vous montrer pendant les deux conférences que je vais vous présenter une autre façon d'aborder les choses et avec des mécanismes qui ont été observés par des faits, notamment par Darwin, que nous verrons tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous présente Léonard de Vinci. En 1473, il avait déjà observé et dessiné d'ailleurs les plaines d'Italie, au-dessus desquelles volent aujourd'hui des oiseaux. Donc il avait regardé voler les oiseaux, mais il imaginait qu'autrefois, il y avait eu des bancs de poissons qui s'étaient déplacés lorsque la mer était présente, puisqu'il avait observé des roches marines. Voilà déjà quelqu'un qui avait envisagé les choses autrement que de façon fixe. Il avait imaginé qu'il y avait des changements sur notre planète, et notamment des changements avec la montée du niveau marin, la descente, donc ça s'appelle les régressions en géologie. Et Léonard de Vinci est né en 1452 et décédé en 1519. C'était un savant italien que vous connaissez bien, évidemment, pour les célèbres peintures comme la Joconde, par exemple, qui est au Louvre. Nous sommes donc dans la Renaissance, après le Moyen-Âge, où vous avez des idées nouvelles qui sont en train d'émerger, avec notamment des gens qui observent beaucoup. Et on voit dans Léonard, bien sûr,
Léonard de Vinci, la capacité à beaucoup imaginer, et notamment même des techniques, bien entendu. On lui devra également des techniques de fabrication d'escaliers que vous trouvez notamment à Chambord, dans la construction imaginée par François Ier, notamment, en plus des connaissances données par Léonard de Vinci à l'époque. Donc, il avait des conceptions évolutionnistes, alors évidemment qui pouvaient être plus ou moins cachées, ou alors qui ont été expurgées, dans la mesure où il y a certainement des écrits que l'on n'a jamais retrouvés et qu'il fallait peut-être cacher à l'époque pour ne pas trop divulguer ses pensées. Il était toujours gênant, bien entendu, d'entrer en conflit avec l'Église, notamment, qui pensait évidemment que tout avait été créé sur notre planète en une seule fois. Alors, dans ce cas, Léonard de Vinci voyait plutôt une formation continuelle des formes vivantes et était peut-être le premier à concevoir l'immense durée des temps géologiques, ce que Darwin effectivement avait vu également plus tard, bien entendu, lors de son voyage avec le Beagle, que nous verrons tout à l'heure. Nous entrons dans le XVIIIe siècle et nous allons voir les différents penseurs de cette époque que nous appelons, bien sûr, l'époque des Lumières, le siècle des Lumières. Il faut bien sûr citer Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui fait partie des penseurs de l'époque. En 1723, il est nommé membre de l'Académie des sciences. Pierre-Louis Moreau de Maupertuis est né en 1698 et décédé en 1759. 1759, c'est exactement un siècle avant la publication de l'origine des espèces, que nous verrons tout à l'heure, de Darwin. C'était un philosophe et un naturaliste français, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Et notamment, il avait émis l'hypothèse que le hasard pouvait produire des formes dont seules les combinaisons fonctionnelles survivent. Voilà, donc c'était déjà une idée de la variation, dont nous parlerons tout à l'heure, et puis de cette sélection de variations qui peut évidemment donner des populations qui survivent sur notre planète en fonction des milieux qui conditionnent leur survie dans les environnements. Alors bien sûr, parmi les personnes de l'époque, il y a le célèbre Buffon, qui publie l'Histoire naturelle, dont vous avez une représentation ici sur le côté avec le tome 4e, publié en 1749. Buffon était un anatomiste et il étudiait à l'époque la zoologie et l'anatomie. Donc Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, est né en 1707 et décédé en 1788. Il fait partie des grandes figures, bien sûr, des scientifiques de l'époque, avec Linné, dont nous parlerons bien sûr tout à l'heure. Les deux étaient opposés et Linné, en 1758, publie Les systèmes de la nature. Carl von Linné, qui venait de Suède et qui avait fait un voyage botanique et ensuite s'était installé au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où il a développé la classification binominale du vivant, qui nous a permis de nous nommer avec un nom d'espèce et un nom de genre pour chacun des représentants du vivant de la planète. Alors nous avons notre propre nom, Homo sapiens, bien entendu. Alors il est célèbre évidemment pour son Systema Naturae, qui est une invention d'une nomenclature universelle, comme je vous disais à l'instant, binominale, c'est-à-dire avec deux noms, un nom de genre, un nom d'espèce, qui constitue par conséquent une base solide pour l'avenir des classifications, puisque nous parlerons bien sûr de la classification phylogénétique du vivant, qui est basée sur l'évolution, et cette
idée qu'avait eue Darwin d'une généalogie, nous en reparlerons. Alors, dans le cas de Carl von Linné, qui est né en 1707 et décédé en 1778, appelé le prince des botanistes, il était, comme vous le voyez, naturaliste suédois, on le voit d'ailleurs en tenue de Lapon, et il avait bien sûr les idées de l'époque, mais il a développé un système de classification très élaboré que nous avons encore aujourd'hui. Il ne faut pas lui avoir demandé d'inventer, bien sûr, la théorie de l'évolution. En revanche, en 1794, vous voyez déjà le nom de Darwin arriver, avec Erasme Darwin, qui était un médecin-poète en quelque sorte, et qui avait écrit à l'époque la zoonomie ou loi de la vie organique. Et il expose déjà une idée nouvelle, c'est-à-dire la filiation des êtres et la transmission de leurs modifications aux générations suivantes. Erasme Darwin est né en 1731 et décédé en 1802. Et il était donc médecin anglais et bien sûr le grand-père de Charles Darwin, ce qui fait qu'il pourra passer un certain nombre d'idées en côtoyant son petit-fils notamment. En 1799, Alexander von Humboldt part pour l'Amérique du Sud. Il est précurseur de l'exploration scientifique et il entreprend d'étudier les relations entre l'environnement et les organismes vivants, ce qui aura bien sûr son importance dans le voyage de Darwin, puisqu'il lira bien sûr les voyages d'Alexander von Humboldt, notamment en Équateur. Une région d'où venaient très probablement, ou à côté, les pinsons de Darwin dont nous parlerons tout à l'heure, les géospises. Alexander von Humboldt est né en 1769, décédé en 1859. Et par conséquent, vous voyez cette date, elle est importante, puisque c'est la date de publication de l'origine des espèces de Darwin. Donc il est mort l'année, juste un petit peu avant la publication de Darwin. Il était naturaliste et surtout géographe et explorateur, bien entendu, allemand, à tel point que Bonaparte avait même pensé qu'il était espion. Il était accompagné d'un Français, Aimé Jacques-Alexandre Gougeot, dit Bonpland, qui est né en 1773 et décédé en 1858. 58 a son importance également. 1858, nous verrons que Charles Darwin et Wallace ont publié en commun leur découverte de la théorie de l'évolution. Chirurgien, botaniste et explorateur français. Il a donc participé aux expéditions au sud de l'Amérique du Sud, et notamment en Équateur. On les voit ici sur une représentation, avec un certain nombre d'échantillons qui ont été prélevés dans la journée. Ils ont ramené un nombre considérable d'espèces qui ont permis de mieux comprendre le lien des organismes vivants avec leur milieu naturel, et notamment les étagements le long en altitude entre la forêt tropicale et le sommet des volcans. Voilà le voyage d'Alexander von Humboldt. Il est parti de la Corogne, vous le voyez, en 1799. Il n'avait pas réussi à embarquer pour l'Égypte pour la campagne de Napoléon. Comme il était allemand, il y avait un petit doute sur ça. Et il n'y avait pas une grande confiance qui fait qu'il a été obligé de trouver lui-même des fonds pour partir ailleurs, d'ailleurs, puisqu'il avait choisi au départ d'aller en Égypte. Il est allé en Amérique du Sud et après en Amérique du Nord. Ici, on voit l'image que je vous montrais au début avec le Chimborazo derrière, qui est donc au niveau de l'équateur. Cette montagne avec un climat très différent au sommet, bien entendu, et à son pied, ce qui a permis à Humboldt d'imaginer qu'il y avait des contraintes climatiques
entre le bas et le haut pour la végétation. Au XIXe siècle, nous allons parler bien sûr de Lamarck, qui lui a repris ce qu'avait déjà pensé Erasmus Darwin, avec la possibilité d'un transformisme, c'est-à-dire qu'il avait déjà envisagé que les organismes sur notre planète pouvaient évoluer. En 1800, Jean-Baptiste Lamarck modifie son discours d'ouverture du cours annuel qu'il fait sur les invertébrés et devient le premier défenseur du transformisme, ce qui lui vaudra bien sûr de graves soucis de relation avec Cuvier, qui lui était un anatomiste dont nous parlerons tout à l'heure, géologue également, paléontologue, et qui pensait bien sûr que la façon dont recommençaient les milieux naturels sur notre planète était juste après de nombreuses catastrophes. Et il ne voyait pas du tout la possibilité d'une évolution. Alors en 1801, Jean-Baptiste Lamarck publie Les systèmes des animaux sans vertèbres. Il a donc un rôle important à jouer dans la théorie de l'évolution, puisque c'est un précurseur de ces idées de transformisme qui seront plus tard reprises, bien sûr. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, chevalier de Lamarck, est né en 1744 et décédé en 1829. Bien sûr, c'était un naturaliste français, et de nombreux Français n'ont pas suivi Darwin, d'ailleurs, lorsqu'il a publié en 1859, vous voyez, 30 ans après le décès de Lamarck. Donc Lamarck n'a pas pu voir le résultat des travaux qu'il avait initiés en quelque sorte chez les Anglais. Donc ça a été repris chez les Anglais et qui ont beaucoup plus suivi, notamment en entomologie par la suite, plus rapidement qu'en France. Alors Lamarck évoque pour la première fois effectivement sa conception du transformisme, qui est une théorie selon laquelle les espèces sont soumises à diverses influences de l'environnement, ce qui entraîne donc des modifications de leur structure. Il pensait qu'une girafe qui avait l'intention d'attraper des feuilles, eh bien, pouvait transmettre cette intention en quelque sorte à ses descendants. Bien sûr, il y a une complexité que l'on est en train de découvrir dans le fonctionnement des cellules, notamment par la génétique, et nous en reparlerons dans la prochaine conférence. Il y a des mécanismes qui vont au-delà de ce qu'avait même découvert Darwin par la suite. 1809, Jean-Baptiste Lamarck publie La philosophie zoologique. Et il se trouve que 1809 est l'année de naissance de Darwin. L'évolutionnisme fait donc une percée éclatante avec l'ouvrage de Lamarck. En revanche, le lamarckisme, plus théorique que véritablement explicatif, est donc en but aux critiques de nombreux savants, et évidemment parmi lesquels se détache Cuvier, anatomiste dont je vous avais parlé tout à l'heure, et qui lui n'était pas favorable à ce genre d'explication de changement au cours du temps des espèces. En 1817, effectivement, Georges Cuvier publie Le règne animal distribué d'après son organisation. Il voyait 4 plans d'organisation en fonction des organismes, ce qui l'a beaucoup aidé d'ailleurs à se rendre célèbre, puisque lorsqu'il a trouvé un crâne de sarigue, c'est-à-dire un opossum, eh bien, il a prévu la forme qui n'était pas encore apparue parce que le fossile n'avait pas été complètement dégagé. Il a prévu la forme du bassin marsupial, bien entendu, de l'opossum. Georges Cuvier est né en 1769, décédé en 1832. Il était naturaliste, anatomiste et bien sûr français à Paris, aux côtés de Lamarck, raison pour laquelle les deux personnages se sont beaucoup querellés. Mais Cuvier avait davantage de renommée
était plus accepté à l'époque que Lamarck, qui avait des idées qui étaient trop nouvelles. Cuvier développe un nouvel outil avec notamment le principe des corrélations des organes, avec effectivement 4 plans d'organisation qui lui ont été, comme je vous le disais, d'un grand secours pour l'interprétation des fossiles, avec cette histoire dont je vous avais parlé pour la découverte dans les gypses de Paris notamment, d'un marsupial. En revanche, ça l'enferme dans le fixisme et ne change pas d'idée pour autant. En 1818, Étienne Geoffroy Saint-Hilaire publie la première partie de sa célèbre philosophie anatomique. Étienne Geoffroy Saint-Hilaire est né en 1772, décédé en 1844, était un naturaliste français. Et il utilise le principe de l'unité de composition organique, émis dès 1796, avec un plan unique cette fois-ci, et non pas 4 plans d'organisation comme l'avait vu Cuvier, dans son principe, ce qui varie effectivement des conceptions de Cuvier, et par conséquent le met en opposition de la même façon que Lamarck l'était à l'époque. Il défend bien sûr une évolution paléontologique, ce qui se heurte bien sûr au fixisme de Cuvier dont nous avons parlé tout à l'heure. Et il se penche sur les possibles relations qu'il y a entre la zoologie et l'embryologie. Voilà donc une discipline qui intervient et qui interviendra dans la phylogénie. Nous en reparlerons pour la classification du vivant. L'embryologie, bien sûr, permet, par le développement de l'embryon, de voir le mode de développement et d'en étudier les principes. En 1830, Charles Lyell publie ses principes de géologie. Voilà un auteur très important pour l'époque. 1830, c'est la date qui vient juste avant le départ de Charles Darwin sur le Beagle. Donc une tentative d'expliquer les changements de la surface de la Terre par des causes opérant actuellement, ce qu'on appelle l'actualisme, c'est-à-dire qu'on utilise les données actuelles pour pouvoir étudier les différents changements possibles de notre planète, notamment dans les séquences sédimentaires. Je vous en reparlerai à la fin de cet exposé. Charles Lyell est né en 1797, décédé en 1875, était géologue écossais et son ouvrage fait entrer effectivement la géologie dans une ère nouvelle, une ère où effectivement la planète peut subir de multiples changements, et effectivement c'était un précurseur de ces nouvelles idées. Je vous parle de Robert Fitzroy, ce n'était pas un biologiste. En 1831, Robert Fitzroy est nommé commandant sur le Beagle le 25 juin. Il était vice-amiral de la Royal Navy et donc a été réengagé. En revanche, il avait vraiment l'inquiétude de subir le sort de son prédécesseur qui s'était suicidé. Il demande donc un homme de confiance et prend en compte notamment la proposition de Charles Darwin pour un poste qui lui offre, qui lui permettra d'aller découvrir le monde, puisqu'ils vont faire le tour du monde. Et c'était assez étonnant vu ce qui se passera par la suite. C'est Robert Fitzroy qui offre à Charles Darwin les principes de géologie que nous venons de voir à l'instant, édités en 1830 par Charles Lyell. Voilà Robert Fitzroy, né en 1805, décédé en 1865. D'ailleurs, il se suicidera à 60 ans. Donc, il était capitaine du Beagle et il a donc été engagé, comme nous l'avons vu précédemment, le 25 juin 1831, ce qui lui a permis de trouver, entre cette nomination et le départ du bateau, un naturaliste pour l'accompagner dans son voyage.
Alors Robert Fitzroy avait un caractère très particulier et parfois, évidemment, ça posera des problèmes sur le bateau. Avec la promiscuité, bien entendu, des navigations de ce type. Là, vous voyez en bas le type de bateau avec les différents endroits où pouvait se positionner le commandant à l'arrière et les hommes d'équipage plutôt vers l'avant. En revanche, c'est un bateau, on le voit très bien, qui n'avait pas de quille. Par conséquent, on appelait ça un cercueil flottant. C'était un navire qui avait été mis en place pour être facilement utilisé sur les côtes. Alors, on voit ici une remarque de Fitzroy dans son compte-rendu. Donc, il recherchait une personne scientifique et éduquée, et on lui a proposé le professeur Henslow, Charles Darwin, petit-fils du poète dont nous avons vu tout à l'heure le nom, Erasme Darwin. Passionné pour toutes les disciplines de l'histoire naturelle, il a simplement demandé de pouvoir être libre de quitter le Beagle et l'expédition quand il le souhaitait, pour aller observer tout autour la faune, la flore qu'il pouvait y avoir lorsqu'il débarquait. En 1831, Charles Darwin embarque donc sur le Beagle. Et il part le 27 décembre et sera de retour 5 ans plus tard, le 2 octobre 1836. Nous voyons Charles Darwin, plus âgé bien entendu. Il est né en 1809 et il est décédé en 1882, naturaliste anglais qui va s'embarquer par conséquent très jeune sur le Beagle. Et on le voit ici, à son retour en 1840, il avait 31 ans. Ensuite, il s'installera dans une maison de campagne où il pourra mettre en place sa théorie de l'évolution. On le voit ici, sur la droite, en train d'écouter le commandant Fitzroy parler à son équipage. On voit une cage qui se trouve au-dessus de lui. Il devait ramasser énormément d'échantillons qu'il a ensuite, bien sûr, utilisés pour faire des publications. Et on le verra tout à l'heure, notamment en ornithologie. Il a découvert les fameux pinsons de Darwin, pinsons des Galapagos. Voilà le Beagle avec son trajet autour du monde, traversant l'Atlantique, arrivant à Bahia et passant par Rio de Janeiro, où il fera des observations dans les terres. Il va donc s'engager dans les terres pour observer ce qu'il y avait à proximité du bateau. Il va s'engager environ sur 150 milles à l'intérieur. Et il y a 3 mois d'écoulés déjà depuis le départ. Et il a donc réalisé cette excursion et il s'émerveille effectivement de ce qu'il peut découvrir en arrière de Rio de Janeiro au Brésil. Il est au bord d'une forêt impénétrable, l'Amazonie. Et effectivement, elle n'avait pas encore été touchée à l'époque. Vous voyez ici le trajet vers le sud de l'Amérique du Sud, avec le passage en Patagonie et en Terre de Feu. Et un passage par les îles Falkland également. Avant de remonter pour aller vers les Galapagos. Là, vous voyez une image réalisée en Terre de Feu par Conrad Martins, qui était un peintre qui a été pris sur le bateau en 1833, qui a permis de réaliser un certain nombre d'images au cours du voyage.
Une des étapes suivantes, bien sûr, ce sont les Galapagos. Et les Galapagos ont permis à Darwin d'observer des oiseaux, dont vous voyez ici un représentant, qui est sur un figuier de Barbarie, qui est une espèce locale aux Galapagos. Et cet oiseau dépend entièrement de cet Opuntia echios, qui est le nom de l'espèce de ce figuier de Barbarie. Et le nom de l'espèce de l'oiseau, c'est Geospiza scandens. Il y a d'autres géospises, comme vous le voyez. Et ce qui a étonné Darwin, effectivement, c'est qu'ils se ressemblaient tout en ayant des régimes alimentaires différents, qu'il a pu remarquer grâce à la différence des becs. Vous voyez ici, notamment, ceux qui sont en bas sont des insectivores et ceux qui sont au-dessus sont des granivores. Vous avez ici notamment le pinson de Darwin qui a été repris à la faveur d'une association qui a été créée en Angleterre, Darwin Initiative, qui suit les travaux qu'avait fait Darwin et qui s'y intéresse toujours, bien entendu. C'est un site sur lequel vous pouvez aller chercher des informations. On voit très bien la forme du géospise. À gros bec, Geospiza manirostris. On voit très bien sur cette photo la taille du bec qui permet effectivement de manger des graines. Voilà les îles Galapagos avec ici en haut, on peut imaginer l'arrivée des géospises depuis l'Amérique du Sud sur les Galapagos. Voilà, c'est pas ce que signifie la flèche, mais on peut rajouter une flèche entre l'Amérique du Sud et les Galapagos, d'oiseaux qui se sont peut-être perdus en mer et qui ont débarqué sur l'ensemble de ces îles que vous voyez ici. Et comme elles sont séparées les unes des autres, les oiseaux se sont différenciés et ont donné de nombreuses espèces. Et non pas seulement ce pinson à gros bec, vous voyez qu'il y a de nombreuses autres espèces de géospises. Il y a même eu d'autres genres qui se sont mis en place au fur et à mesure de l'évolution sur ces îles. Les oiseaux sont très plastiques du point de vue de l'évolution, et dans ces cas-là, Darwin avait un très beau modèle. Ici, vous voyez qu'il n'est pas du tout question de phylogénie, il n'y a pas de descendance des oiseaux les uns par rapport aux autres sur le document que vous avez pu voir. Nous avons ici le Géospiza à gros bec qui a été décrit par Gould en 1837. Geospiza manirostris et dessiné également par lui puisqu'il était ornithologue et illustrateur. À l'époque, les naturalistes savaient dessiner. En 1838, John Gould écrit la troisième partie consacrée aux oiseaux de l'ouvrage en 5 tomes, La zoologie du voyage du Beagle, édité et dirigé par Charles Darwin. Ce sont des éléments qui vont permettre, bien sûr, à Charles Darwin d'élaborer sa théorie. Il avait pensé faire un énorme livre pour mettre en évidence la théorie d'évolution à partir de tous les exemples qu'il avait pu observer. En revanche, il va se trouver contrecarré par l'urgence. On en parlera tout à l'heure. Là, je vous présente John Gould, qui est né en 1804 et décédé en 1880. Il était donc ornithologue et illustrateur anglais et a permis de décrire tous les oiseaux qui ont été ramenés du voyage du Beagle pendant les 5 années autour du monde. Voilà John Gould un peu plus âgé, avec ici des oiseaux qui ont été observés un petit peu plus loin, puisqu'il s'agit d'oiseaux de l'Himalaya.
Darwin, de la même façon que Wallace d'ailleurs, ont été inspirés par les travaux de Malthus, sans se jeter dans le malthusianisme pour autant. À l'époque, il s'intéresse donc à la publication en 1826 des principes qui parlent des populations et de la façon dont les populations peuvent grandir ou être au contraire limitées. Malthus, donc Thomas Robert Malthus est né en 1766 et décédé en 1834. C'était un économiste britannique et prêtre anglican. Il avait donc émis une théorie sur la progression géométrique, notamment des humains quand ils augmentent leur population. En revanche, il avait montré que l'alimentation était en progression seulement arithmétique. Et il s'ensuivait donc une limitation permanente de la croissance, bien sûr, de la population humaine, mais de l'ensemble de toutes les populations, si l'on généralise, bien sûr, aux vivants. Voilà pourquoi il avait intéressé Darwin et Wallace. En 1850, John Gregor Mendel réalise des expériences de sélection sur des plantes cultivées au monastère Saint-Thomas de Braux. Alors, il n'y a pas d'erreur ici, hein, c'est bien B-R-N-O, et c'est en Moravie, à l'est de l'actuelle République tchèque. Alors, Gregor Mendel, bien sûr, a une importance en génétique, puisque c'est lui qui travaillera sur les petits pois, comme nous avons tous appris à l'école, pour mettre en place la descendance à partir de ces graines. Johann Gregor Mendel est né en 1822, décédé en 1884, était moine et botaniste autrichien. Il est reconnu actuellement comme le père fondateur de la génétique, même s'il y a eu beaucoup d'autres progrès par la suite, notamment à l'échelle cellulaire. Là, on le voit en train de trier des pois sur la caricature qui est juste à gauche. Il est à l'origine donc de ce qui est actuellement appelé les lois de Mendel, qui définissent la manière dont les gènes se transmettent de génération en génération. Et effectivement, cet aspect-là est très important, mais n'avait pas pu être pris en compte dans la théorie de l'évolution de Darwin. Il existait bien sûr à l'époque déjà la paléontologie, l'anatomie comparée, on l'avait vu avec notamment Buffon, avec Cuvier également, et on avait vu également la mise en place de l'embryologie dans l'histoire des sciences. Et voilà ici la mise en place de la génétique. Les quatre grandes disciplines que je vous montre là sont très utiles, bien sûr, pour le développement d'une nouvelle discipline qui va apparaître, qu'on appelle la phylogénie, et qui dérivera des idées de Darwin sur la généalogie du vivant sur notre planète. En 1858, Charles Darwin et Alfred Russel Wallace publient en juillet un article commun. Alors ça, c'est assez exceptionnel, puisque cet article commun eh bien, parle de ce que publiera plus tard Charles Darwin, mais c'est une sorte d'accord en 1858 qu'ils ont trouvé pour que Charles Darwin conserve la primauté de la découverte de la théorie d'évolution. En fait, Darwin et Wallace ont tous les deux trouvé la même chose. Donc en 1859, un an après, Charles Darwin va publier L'origine des espèces. Et en une journée, l'ensemble de tous les livres vont disparaître de la circulation, ils auront tous été achetés. Dès 1838, l'étude de la transformation des espèces lui permet de bâtir sa théorie sur la sélection naturelle. Et en 1859 seulement, il éditera ce livre, L'origine des espèces. Donc il mettra énormément de temps, et en quelque sorte, effectivement, il avait beaucoup d'idées qu'il n'a pas pu mettre en place dans un temps record, et notamment, il avait cette idée de généalogie, mais il n'avait pas l'outil génétique.
Ce qui fait que les arbres phylogénétiques qui ont suivi retracent un petit peu ce que vous allez voir à l'instant dans le document suivant, c'est-à-dire une sorte de buisson où vous avez l'évolution qui se fait à travers différents groupes qui vont apparaître par de nouveaux caractères. À chaque fois qu'un nouveau caractère apparaît, à partir d'une lignée, eh bien, vous avez une dichotomie. Raison pour laquelle il y a très nombreuses dichotomies au fur et à mesure qu'un nouveau caractère apparaît dans une population et fixe bien sûr ce caractère dans la descendance. En 1859, Adam Sedgwick, le 24 novembre, adresse à Darwin une longue lettre dans laquelle il lui apprend que son ancien mentor, lui-même, Adam Sedgwick, a lu son ouvrage avec beaucoup de peine, avec beaucoup plus de peine que de plaisir. Vous allez comprendre pourquoi. Adam Sedgwick était géologue. Il avait aidé Darwin à utiliser la géologie et s'y intéresser plus particulièrement. Il était révérend et géologue britannique. Il est né en 1785, décédé en 1873, et il fait partie des personnes qui ont été outrées par les publications de Darwin. L'origine des espèces a été très mal perçue à l'époque. Alors, ils sont restés amis quand même avec Adam Sedgwick, mais en revanche, c'était un farouche opposant de Lyell, que nous avons vu précédemment, et qui avait fait ce livre en 1830, révolutionnant la géologie. Donc, Adam Sedgwick accuse Darwin d'avoir trahi la vraie méthode de l'induction. Alors, nous verrons dans la prochaine conférence, je vous parlerai des mécanismes de la théorie de l'évolution. Et donc, nous reverrons un petit peu ces méthodes. Et donc, bien sûr, à l'époque, c'était un sacrilège de ne pas voir la volonté divine, bien sûr, dans l'œuvre de création des organismes sur Terre. Alors, il était partisan des grands cataclysmes, un petit peu comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure avec Cuvier, qui pensait aux thèses catastrophistes plutôt qu'à l'évolution. Il avait été président de la Société géologique de Londres entre 1829 et 1831. Date qui nous rappelle bien sûr quelque chose, c'était le départ de Charles Darwin sur le Beagle en 1831. Alors bien sûr, il lui reprochait l'uniformitarisme qui était dans le livre de Charles Lyell, effectivement, dont nous avons parlé, et qui conduira effectivement au transformisme, bien sûr dans lequel il verra une forme d'immoralité. Alors Darwin observe une espèce d'orchidée, l'étoile de Madagascar, en 1862. Là, il était déjà bien installé depuis longtemps dans la campagne et il travaillait sur des espèces qu'on lui apportait. Alors, on lui apportait une orchidée de Madagascar et il a observé des nectaires, donc ce qui permet aux papillons notamment d'aller chercher le nectar dans l'orchidée. Donc, c'est une urne qui est très profonde et ça suggérait qu'il y ait un sphinx, donc c'est un papillon de la famille des Sphingidae, qui était capable d'aller jusqu'au fond. Ici, vous avez l'entrée des nectaires. Il y a, vous voyez ici la dimension du tube et il avait remarqué que le nectar se trouvait tout au fond et qu'effectivement, il fallait vraiment une grande trompe pour que un papillon puisse arriver à aller chercher le nectar. Donc, on lui a envoyé des fleurs et il a donc observé ici, je vous mets une photographie d'une fleur qui a été photographiée à Madagascar. Une très belle orchidée avec ses feuilles derrière, telles qu'on le voit sur le dessin de gauche. Et on voit très bien la longueur du tube
qui devait correspondre, selon Darwin, à un papillon qui avait une trompe très grande. Il n'a jamais trouvé le papillon. En revanche, il en avait supposé l'existence. Voilà ces orchidées magnifiques. Et voilà le papillon qui a été trouvé par la suite, Xanthopan morgani, sous-espèce predicta, qui est une sous-espèce du sphinx africain, mais avec une trompe particulièrement longue à Madagascar, qui lui permet effectivement de se nourrir dans les orchidées que nous avons vues précédemment, dans l'étoile de Madagascar. Là, vous voyez le sphinx, l'orchidée et la dimension de la trompe. J'ai mis en fin de présentation les références qui m'ont permis d'avoir ces photographies sur Internet. En 1863, Henry Walter Bates fournit une première confirmation de la théorie d'évolution de Darwin, en publiant un article sur la théorie du mimétisme. Alors, Bates était un entomologiste et il a étudié notamment le mimétisme chez les papillons. Alors, il montre qu'une espèce de papillon d'Amazonie, de la sous-famille des Dysmorphidinae, a évolué pour se parer de couleurs semblables à celles d'une autre espèce de la sous-famille des Heliconidae, une sous-famille des Heliconidae. Donc, ce sont deux sous-familles ici, mais qui n'appartiennent pas à la même famille. Donc, négligées par les oiseaux prédateurs à cause de la toxicité. En prenant la couleur de l'espèce toxique, l'espèce non toxique, effectivement, montrait qu'il y avait un mécanisme très particulier d'imitation. Et c'est ce qui a intéressé, bien sûr, Henry Walter Bates, qui est né en 1825, décédé en 1892, entomologiste britannique qui avait travaillé avec Wallace dans l'étude des forêts équatoriales au Brésil, en Amazonie. Voilà le type de papillons qu'il a pu étudier. Vous avez l'impression qu'ils sont tous pareils, mais ils appartiennent à des familles différentes. Vous voyez ici Heliconus en haut, qui est toxique, et qui peut mimer une autre espèce toxique. Donc là, c'est un mimétisme qui est dit mullérien. En fait, ça tient compte du fait que plus il y en a qui sont toxiques, plus chaque population se protège, bien entendu, puisque les oiseaux ont l'habitude de ne pas les attraper. Mais en revanche, dans l'espèce qui est comestible en dessous, effectivement, vous avez une espèce d'Imorphia amphionée ici, qui imite l'espèce B, qui mime l'espèce qui est juste à côté. Et par conséquent, vous voyez que là, vous avez un mimétisme qui ne peut pas être très développé, on pourrait dire. L'espèce mime ne peut pas avoir énormément d'individus, dans la mesure où il faut que le nombre d'individus toxiques soit beaucoup plus important, bien entendu, pour que statistiquement le phénomène puisse marcher. Alors voilà autre chose, donc on parle également d'Heliconus, également, sur une fleur de cucurbitacée, d'Urania. Et donc il avait vu deux espèces distinctes, comme quoi vous voyez qu'il y a une variabilité qui est énorme au niveau des espèces, qui permettent à certaines variétés de ressembler à d'autres. Alors, il y a des mécanismes qui sont très particuliers, effectivement. Et dans la théorie de l'évolution, ces mécanismes, bien sûr, sont liés au hasard et à la mise en place d'une sélection naturelle dans le milieu. Ceux qui sont mangés sont bien sûr ceux qui n'ont pas la bonne couleur.
En revanche, on peut voir dans une même espèce de très nombreux variants, quand notamment il n'y a pas de pression de sélection par des prédateurs. En 1868, Ernst Haeckel propose le terme de phylogénie. Donc là, nous avons parlé du titre Évolution et phylogénie. Donc là, c'est la première fois qu'on voit ce terme. Et voilà Ernst Haeckel, né en 1834 et décédé en 1919, était un biologiste allemand qui a repris les travaux de Darwin, effectivement, pour imaginer la phylogénie et la possibilité donc de voir une descendance comme une forme de généalogie en quelque sorte, telle que l'avait souhaité Darwin avec le schéma que nous avons vu précédemment. Il est donc l'un des premiers scientifiques à véritablement utiliser la théorie de l'évolution de Darwin. Alors, ce qui permettra par la suite, comme on le verra, de mettre en place une nouvelle classification du vivant, tout en conservant, bien entendu, la classification binominale de Linné, mais en revanche, en mettant les espèces selon un ordre qui n'était pas du tout celui qu'avait pensé au départ Linné. Et donc, on va se servir d'une nouvelle forme de classification qui sera basée sur la phylogénie. Donc, phylogénèse, le terme a été inventé par Haeckel en 1874, vient de phylon, qui veut dire race en grec, et ça s'adapte pour tous les taxons, bien sûr, comme les espèces, les sous-espèces, etc., qu'on voit dans la nature, et toutes les variétés. Alors, c'est le mode de formation des espèces, développement des espèces au cours de l'évolution, selon la définition du petit Robert. En 1871, Charles Darwin publie L'affiliation de l'homme, en anglais The Descent of Man, où il décrit l'ascendance commune au grand singe anthropoïde et à l'espèce humaine. Effectivement, il va encore plus loin et il va se faire encore plus d'ennemis à ce moment-là, parce que là, c'est vraiment le souci, c'est l'homme, effectivement. Quand on met l'homme dans les animaux, ça pose un gros problème. Voilà, donc Charles Darwin a imaginé que l'homme que vous voyez ici se trouve à l'intérieur du groupe des primates. Et vous voyez ici les différents pongidés au sens classique qui sont extérieurs à l'homme. Donc, ce qui signifie que dans la classification phylogénétique dont je vous parlerai, une seule possibilité, c'est celle que vous allez voir maintenant, c'est d'avoir des groupes monophylétiques, c'est-à-dire un ancêtre commun et l'ensemble de tous ses descendants. Donc, l'homme a été remis correctement à sa place, parmi, bien sûr, les autres groupes qui lui sont affiliés avec un ancêtre commun. Et ce groupe, on l'appelle celui des hominidés. Si on veut appartenir à un groupe plus grand, on appartient aux aplorhiniens, qui est le groupe frère des strepsirrhéniens que vous voyez au-dessus, et qui correspond notamment aux loris et aux lémurs, que vous connaissez bien. On parlait de Madagascar pour l'étoile de Madagascar tout à l'heure. Eh bien, les lémurs vivent également à Madagascar. Et vous voyez que ce sont des primates qui appartiennent au groupe frère des aplorhiniens dont nous faisons nous-mêmes partie à l'intérieur de la famille des hominidés. Donc là, je vous ai montré quelque chose qui a été mis bien sûr en place grâce à la phylogénie et la classification du vivant telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais bien sûr, ça ne faisait pas le tableau qu'avait publié à l'époque Charles Darwin. Donc un groupe monophylétique est un groupe qui contient l'ancêtre commun et l'ensemble de tous ses descendants. Donc en rouge, vous n'avez que des groupes monophylétiques tels qu'ils doivent être définis dans la classification. Et nous retrouvons donc le grand groupe des hominidés, qui est notre famille, avec les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Les gibbons étant
dans la superfamille des hominoïdes. Donc on a accusé bien sûr Darwin de la théorie du singe, ce qui lui a valu de nombreuses caricatures à l'époque. Et certaines de ces caricatures ont été prises dans l'autre sens, comme vous allez le voir à l'instant, puisque à l'époque de la Commune, eh bien, vous voyez qu'ici, nos fortes de Raoul Eugène Labadie, Pilotel, signé Pilotel, donc un recueil qui a été publié à Londres et qui montre que le singe est outré ici devant la vanité de l'homme. Je proteste, nous sommes libres et athées, nous, tandis que les hommes, quand ils veulent l'être, on les massacre. C'était bien sûr à l'époque de la Commune. Donc là, on a au contraire utilisé plutôt les notions de Darwin plus que de les critiquer. Alors bien sûr, je vous parle de Wallace en 1889. On en avait parlé déjà tout à l'heure en 1858, puisqu'il avait une publication commune avec Darwin. Et Wallace publie Darwinisme en anglais. C'est le découvreur de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle avec Charles Darwin, et c'est lui qui l'a forcé en 1859 à publier. On pourrait dire que Wallace a sélectionné Darwin. On n'aurait peut-être jamais eu la publication, puisqu'il traînait énormément sur la programmation de son ouvrage. Alors, Alfred Russel Wallace est né en 1823 et décédé en 1913. Naturaliste et géographe britannique qui a commencé par l'étude de l'Amazonie, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le cas de l'étude des papillons. Ensuite, il est allé en Malaisie. On le considère comme étant le père de la biogéographie. Le secteur qui est en rose ici, bien sûr, a été particulièrement étudié par Wallace et il a décrit par la suite de grandes provinces géographiques sur l'ensemble du monde. On a même, par la suite, donné le nom de ligne Wallace à une ligne qui sépare les îles entre elles, avec des faunes très différentes de part et d'autre. En Australie, notamment ici en bas, et à Bornéo et Sumatra ou Java. Donc la ligne Wallace est entre les deux. Et le fait d'observer de telles différences, bien sûr, lui ont permis de découvrir lui aussi, par la biogéographie, les mêmes principes d'évolution que ce qu'avait trouvé Darwin. On voit très bien la ligne Wallace ici avec l'Australie et Bornéo, Sumatra, Java, de l'autre côté. Là, je vous montre la grenouille de Darwin qui arrive. Donc, c'est une grenouille volante. Vous voyez qu'ici, vous avez quelque chose d'intéressant puisque pour un même organe, eh bien, vous changez sa fonction. Vous avez ici des pattes palmées qui ne servent plus à nager à la grenouille, mais qui lui permettent de voler. C'est la grenouille volante de Wallace. On la voit très bien ici sur un arbre, ce qui n'empêche pas d'avoir de bonnes ventouses pour adhérer sur les troncs et pouvoir se servir de sa palmure pour pouvoir voler, tout au moins planer d'un arbre à l'autre. Wallace avait remarqué également qu'une feuille, donc, ou une fleur, pouvait être, une fleur c'est une feuille qui est transformée, pouvait être, la fonction pouvait être détournée. Effectivement, ici vous avez une urne qui sert à attraper des insectes, notamment des organismes qui tombent
et qui se font manger par cette plante carnivore, qui est une Nepenthes edwardsii. Donc, entre la grenouille volante et les plantes pichées, comme ils les appellent, qui sont des lianes carnivores, eh bien, il se rend compte qu'une même structure, une feuille ou la palmure des pattes notamment, peut changer de fonction au cours de l'évolution. Voilà un résultat très intéressant que voilà, ça a pu mettre en évidence. Alors, nous rentrons dans le XXe siècle et je voudrais vous présenter un personnage très important dont nous reparlerons par la suite lors de la seconde conférence, Theodosius Dobzhansky, qui publie un ouvrage en 1937 considéré comme la synthèse la plus ambitieuse jamais tentée depuis Darwin et qui met en place la génétique dans l'origine des espèces. Genetics on the Origin of Species. Donc vous avez ici un nouvel aspect qui avait échappé bien sûr à Charles Darwin, puisque la génétique n'avait pas pu être prise en compte quand vous avez vu que Mendel avait découvert bien sûr les premiers principes de la génétique après la publication de Darwin. Theodosius Dobzhansky est né en 1900, décédé en 1975, biologiste de l'évolution et généticien russe. Il a même écrit que rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Il permettra donc de reprendre la théorie de l'évolution et d'en faire une théorie synthétique. Toujours utilisée bien sûr en biologie actuellement. 1950, Willy Hennig pose les fondements de la classification phylogénétique, que l'on appelle également la cladistique. Les groupes en rouge que vous avez vu tout à l'heure pour les primates notamment s'appellent des clades, d'où le nom de cladistique. Emil Hans Willy Hennig est né en 1913, décédé en 1976. Il était biologiste et diptériste, c'est-à-dire qu'il étudiait les diptères. C'était un entomologiste allemand. Alors, grâce à lui, on peut maintenant affirmer notamment que le sélacanthe, avant considéré comme faisant partie du groupe des poissons, est en fait plus proche des humains que d'une sardine. Voilà, c'est les fameux clades dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le chimpanzé est plus proche de nous que des lémuriens, entre autres. En 1961, Ernst Mayr introduit en biologie la notion de programme génétique qu'il intègre rapidement à la théorie fondamentale de la biologie moléculaire. Alors, ce fameux programme génétique, eh bien, effectivement, a posé de très nombreux problèmes. Nous reverrons cette notion qui semble effectivement n'avoir jamais été confirmée. Et pourtant, elle a encore laissé beaucoup de place dans les esprits scientifiques aujourd'hui. Voilà Ernst Mayr qui est né en 1904 et décédé en 2005. Il était ornithologue, biologiste et généticien allemand. Il a édité en 2001 un livre sur l'évolution. En 1972, Stephen Jay Gould propose avec Niels Eldredge la théorie des équilibres ponctués. Alors ça signifie que dans l'évolution, vous le verrez, il y a, donc Stephen Jay Gould est né en 1941, décédé en 2002, un paléontologue américain qui a travaillé notamment sur les schistes de Burgess et qui a montré effectivement cette théorie avec Eldredge des équilibres ponctués. Voilà Niels Eldredge, né en 1943, qui est un paléontologue américain et qui travaille toujours sur le sujet, la théorie des équilibres ponctués, qui montre que les transitions évolutives entre les espèces au cours de l'évolution peuvent se faire brutalement et non graduellement, en fonction des événements qu'il peut y avoir, bien sûr, sur notre planète et dans une région donnée. Vous voyez ici
des effectifs qui ne changent pas au cours du temps, et un modèle où on voit une population émerger et devenir plus importante par la suite. Et on peut voir effectivement le côté ponctuel, notamment en imaginant ici une mer épicontinentale, un bassin qui se trouve à côté. Vous avez l'émergence, comme on le voyait, d'un nouveau groupe qui peut se retrouver dans un bassin juste à côté. Donc la paléogéographie, bien sûr, entre également en ligne de compte pour voir de nouvelles apparitions dans les séquences sédimentaires. Là, vous avez donc une théorie qui permet d'affiner un petit peu le travail sur le travail de terrain qu'a effectué Stephen Jay Gould en paléontologie. En 1976, Richard Dawkins publie Le gène égoïste. Alors là, nous sommes dans la génétique, dont nous parlerons un peu plus la prochaine fois. Le gène égoïste est un terme qu'il invente pour décrire l'évolution focalisée sur le gène. Richard Dawkins est né en 1941, est un biologiste britannique. Et il soutient que la sélection des gènes permet une meilleure description de la sélection naturelle que celle des organismes et des populations. Bien sûr, c'est plus complexe, comme nous le verrons, les mécanismes sont très nombreux et actuellement, on commence à avoir beaucoup d'éléments pour expliquer la théorie de l'évolution. Au XXIe siècle, eh bien, il est sorti un livre. Vous voyez Guillaume Lecroître caché derrière Darwin, avec Hervé Le Guyader. Guillaume Lecroître a publié en 2001. Ils ont publié donc la classification phylogénétique du vivant, dont je vous montre ici les ouvrages plus récents, celui de 2016, le tome 1, qui est la 4e édition revue et augmentée, et le tome 2, sorti en 2017, sur les métazoaires. C'est une véritable révolution en systématique, effectivement, d'avoir utilisé la phylogénie pour la classification du vivant. Guillaume Lecroître est né en 1964, est un zoologiste et systématicien français, et Hervé Le Guyader est né en 1948, biologiste français également. Alors là, vous voyez qu'en 2008, il a été décerné la médaille Darwin-Wallace. Il ne faut pas oublier que c'était en 1858 que les deux auteurs avaient publié un travail commun, mais qui n'était pas bien sûr celui que publiera un an plus tard Charles Darwin. Patrick Thor, en 2010, publie Darwin n'est pas celui qu'on croit. Donc, il y a de la littérature sur Darwin. Voilà Patrick Thor, né en 1952, historien des sciences et philosophe français. Je vous montre également l'ouvrage de Jean-Baptiste de Panafieux, qui publie Darwin à la plage en 2017. Il est né en 1955, agrégé de sciences naturelles et docteur en océanologie biologique. Nous sommes actuellement en 2021 et je viens à l'instant de vous présenter une conférence sur l'évolution et la phylogénie. Nous vivons l'histoire. Je vous parlerai donc de la suite dans la prochaine conférence. Il me reste quelques minutes pour vous permettre de répondre à des questions. Je vous montre mon travail de thèse sur la molasse miocène du bassin de Digne, qui vous permet de voir des exemplaires fossiles à l'intérieur des roches, qui permettent d'utiliser l'uniformitarisme dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on appelle également actualisme, dans l'étude de l'évolution des milieux
au cours du temps, qu'on appelle des séquences, et qui permettent d'empiler tous ces organismes comparables à ce que nous observons dans l'actuel. Voilà ici notamment des scrobiculaires observés sur la côte vendéenne et un couteau dans du sable. Voilà ce que l'on peut observer et reconstituer par la suite des organismes à l'intérieur des sédiments, qui ensuite sont fossilisés sous forme de roches avec des séquences sédimentaires qui permettent d'étudier bien sûr les rythmes de montée et de baisse du niveau marin grâce aux organismes qui nous donnent notamment des échelles de profondeur. Et ici, vous êtes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, ça permet d'utiliser l'actuel pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, en bibliographie, je vous montre quelques ouvrages. Et je vous laisse poser des questions si vous le souhaitez. Y aurait-il des questions? Vous avez encore un petit peu de temps, si vous le souhaitez. Là, je vous montre le travail d'Hervé Le Guyadère sur l'évolution et l'origine des espèces, tel que le livre est sorti récemment, traduit et présenté, annoté par Thierry Hoquet. C'est la traduction de l'original, sans interprétation, contrairement à celui qui avait été traduit en français juste après la sortie de l'ouvrage anglais de Charles Darwin. Voilà ici le travail de Stephen Jay Gould, dont je vous ai parlé tout à l'heure, La structure de la théorie d'évolution, qui est un ouvrage énorme, hein, où il reprend dans le détail la théorie de Charles Darwin. Et de Wallace, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Alors Stephen Jay Gould a écrit un livre plus facile à lire, La vie est belle, les surprises de l'évolution, où il parle notamment des faunes trouvées dans les schistes de Burgess au Canada. Un très beau livre sur Alfred Wallace, l'explorateur de l'évolution, l'homme qui sélectionna Darwin. Écrit par Peter Raby. Ça permet de découvrir le travail qu'il a fait en parallèle de celui réalisé par Charles Darwin. Je vous conseille également de lire L'évolution, question d'actualité de Guillaume Lecointre, que vous avez pu voir venir il y a quelque temps à l'UTL d'Aubagne et qui avait fait une conférence. En bibliographie, je vous remets bien sûr la classification phylogénétique du vivant,
vous avez cette discipline que nous avons pu décrire, la phylogénie, qui permet maintenant de faire une classification en fonction de l'évolution des organismes sur notre planète, comme la fameuse généalogie que souhaitait Charles Darwin à l'époque, sans avoir la génétique, alors que maintenant, nous disposons bien sûr de beaucoup plus d'outils biologiques pour pouvoir comprendre les mécanismes de l'évolution. Les deux volumes sont beaucoup plus importants que le premier volume qui était sorti, bien entendu. Et au fur et à mesure, les nouvelles éditions vous permettent d'avoir de plus en plus de connaissances sur les découvertes au niveau des espèces. Et pour pouvoir l'enseigner, bien sûr, il y a un livre, Comprendre et enseigner la classification du vivant, pour les enseignants qui veulent l'expliquer à leurs élèves en sciences naturelles, chez Belin, écrit sous la direction, bien sûr, de Guillaume Lecointre. Il y a également le guide critique de l'évolution, avec ici, vous le voyez sur le côté, de très belles images qui vous permettent de voir la reconstitution des différents milieux naturels en fonction des époques et des organismes qui peuplaient la Terre, avec l'Ichthyostega notamment tout en haut, et des dinosaures qui vont se développer par la suite, et des mammifères et des oiseaux. Alors Guillaume Lecointre a également écrit un livre très intéressant à lire, Descendons-nous de Darwin, aux éditions Les Petites Pommes du Savoir. Tous ces livres vous permettent de mieux comprendre où nous en sommes aujourd'hui, des connaissances qui ont été élaborées par Charles Darwin, à partir bien sûr du voyage du Beagle, et par Wallace à partir de l'étude de la Malaisie notamment, sans compter bien sûr les travaux faits en Équateur, enfin au niveau de l'Amazonie, notamment sur les papillons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, avec le mimétisme. Alors ici, vous avez le voyage du Beagle, qui est une très belle édition. Et ici, l'aventure de la biodiversité, écrite par Hervé Le Guyader, de Ulysse à Darwin, 3000 ans d'expédition naturaliste. Vous voyez d'ailleurs le paradisier de Wallace, le mâle et la femelle. Malheureusement, avec la publicité qui a été faite des paradisiers, de très nombreux ont terminé sur les chapeaux, tout au moins leurs plumes. Donc ça, c'est le revers de la médaille, effectivement. Alors vous voyez qu'il y a un très gros travail qui a été fait par les entomologistes. On oublie souvent que Darwin avait été effectivement, enfin était aussi un entomologiste. Et ce livre est très enrichissant. Entomologie, Darwin et darwinisme, d'Yves Carton, aux éditions Hermann, Histoire des sciences. Il permet de parler notamment, il parle notamment du mimétisme que j'ai évoqué dans la conférence. Je vous ai présenté tout à l'heure Jean-Baptiste de Panafieux, qui a écrit ce livre, Darwin à la plage, l'évolution dans un transat. Une façon distrayante de découvrir la théorie de l'évolution. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter la Grande Galerie, qui est à Paris, au Muséum d'Histoire naturelle. Cette grande galerie est magnifique. Si vous n'avez pas encore visité,
ça permet de voir la diversité du vivant de notre planète dans un magnifique musée avec une très belle muséographie. Donc au Jardin des Plantes, dans le 5e arrondissement de Paris. Vous pouvez également aller sur un site internet, Darwin Online, qui vous permet d'avoir les publications de Darwin, des manuscrits, des notes, et de voir également des références sur le Beagle. Vous avez également Wallace Online, en plus de Darwin Online. Là, j'ai voulu mettre également quelques références sur les photos que j'ai récupérées sur des sites internet que vous avez ici en liste, qui peut vous permettre d'aller les regarder directement. Et puis, bien sûr, de remercier les personnes qui ont fait de très belles images, notamment sur l'étoile de Madagascar que nous avons vue tout à l'heure et le papillon. Qui la pollinise. Voilà, je vous remercie pour votre attention